Bon, je reprends sans attendre parce que la journée est longue et le programme est dense. Hein. Donc, ce matin, on a parlé des règles pour entreprendre. On a donné quelques astuces de développement personnel pour pouvoir trouver les ressources intérieures nécessaires à l'entrepreneuriat. Là maintenant, on va se concentrer sur la partie plus digitale de tout ça. Donc on va parler d'entrepreneuriat digital. Donc l'entrepreneuriat digital, il a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Donc globalement, donc on parle de e-business. Le e-business et le digital, c'est des termes qui sont synonymes. Hein. Quand vous entendez e-business, en fait, vous pouvez entendre digital et inversement. Donc le e-business, il peut se décliner de plusieurs façons. Donc le e-business, c'est du business sur Internet. Hein, le i, c'est électronique, ça veut dire réseau Internet. Donc le e-business, ça peut être le plus connu, c'est le e-commerce. Donc c'est la vente en ligne. Tout le monde connaît Jumia. Ça peut être du e-banking ou même des e-finances. Ça peut être du e-procurement, donc en fait c'est les centrales d'achat et les plateformes d'achat. Ça peut être des e-services, donc des services qui sont délivrés au travers d'Internet, qui sont vendus par Internet. Des e-communities, donc des communautés électroniques, donc typiquement Facebook. Ça peut être des e-médias, donc CNeWeb est un e-média. Ou plutôt ils reprennent des e-médias. Donc le e-business, c'est quelque chose qui est multiforme. C'est faire du business sur Internet, et des business, en fait, il y en a plein qui ont des modèles très différents les uns des autres. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est simplement qu'il y a une grande diversité. Je parle beaucoup de digital et je ne parle pas de numérique. Aujourd'hui, le terme français, c'est numérique, le terme anglais, c'est digital, mais le terme anglais, c'est imposé dans la pratique de la langue française, et les deux ne sont pas tout à fait synonymes. C'est-à-dire que numérique, aujourd'hui, c'est la version électronique d'un processus. Donc, par exemple, on parle de courrier numérique, c'est la gestion des emails. Donc, c'est des courriers qui sont numérisés, qui sont sur de l'électronique. Et donc, par exemple, on peut dire que le service courrier d'une entreprise a été numérisé. C'est-à-dire que les courriers entrants sont scannés, ensuite ils sont distribués par email dans l'entreprise. Donc, il n'y a plus de papier qui se dépose sur les bureaux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la numérisation. La digitalisation, c'est la même chose, mais pas au niveau d'un service ou d'un processus ou d'une opération, mais c'est au niveau de l'entreprise elle-même. Quand l'entreprise devient digitale, c'est que son modèle économique intègre Internet comme étant un des supports d'existence de l'entreprise. Donc c'est pas qu'on a transformé certains processus en utilisant les nouvelles technologies, c'est qu'on a transformé l'ADN de l'entreprise pour y intégrer les nouvelles technologies. C'est une différence assez fondamentale, parce qu'on peut avoir des entreprises qui utilisent Internet et les réseaux au quotidien, mais pour autant qu'ils ne sont pas digitales, parce qu'elles ont une façon de penser, une façon d'approcher les clients qui est tout à fait classique. Donc la digitalisation, c'est pour moi la définition, plutôt le synonyme de e-business. Quelque chose qui est digital, c'est quelque chose qui est électronique, mais qui est aussi du business. C'est-à-dire que dans l'acceptation du mot tel que je vais l'utiliser dans le reste de la présentation, numérique, c'est de la technologie, digital, c'est du business. Business électronique, mais business quand même. Donc, en tant qu'entrepreneur digital, une des premières choses qu'il faut que vous établissiez, c'est quel modèle économique vous voulez mettre en place, sur quel modèle économique vous voulez fonctionner, comment vous allez gagner votre argent, qui va payer, qui vous allez payer, comment l'argent va rentrer, comment l'argent va sortir et comment vous allez le gagner. Donc, je vais vous présenter 4 modèles économiques qui couvrent quasiment toute la palette des modèles du e-business. Le premier, c'est le plus simple et le plus connu, c'est la vente de produits.
Donc par exemple, on a Afri Market ou Fabella Shop ou Sacanal, mais aussi des marques, je vais m'arrêter à des exemples sénégalais. Donc c'est des gens qui vont acheter des produits quelque part ou fabriquer des produits, mais généralement ils les achètent, ils les stockent, ils les mettent sur un site web, ils les vendent sur le site web et ils vont les livrer. Donc c'est le modèle classique, on en voit beaucoup. Il y a un modèle qui est aussi très simple à imaginer, c'est la vente de services. Donc plutôt que de vendre un produit, on vous vend un service. Donc on vous contacte sur Internet, on vous présente le service, on vous convainc de l'acheter et ensuite on vous le délivre. Donc par exemple, la Sénélec, aujourd'hui, ils vous vendent de l'électricité, c'est quasiment du e-business. Alors c'est pas complètement du e-business parce que vous pouvez pas, si vous n'êtes pas client de la Sénélec, vous pouvez pas juste remplir un formulaire et puis l'électricité arrive. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est quand même dans cette logique-là. Moi-même, je vous ai pour beaucoup contacté au travers des réseaux sociaux, on a échangé, je vous ai envoyé des propositions et vous êtes venus conclure ici. Balloon, c'est une entreprise qui fait de l'assurance en ligne. Eux, ils sont 100% Internet. Donc vous pouvez prendre une assurance pour votre voiture sans savoir même où sont leurs bureaux et vous allez recevoir l'assurance pour votre voiture sans avoir bougé, uniquement à travers des réseaux sociaux. Netflix, c'est un cas également entièrement digitalisé. Vous les contactez sur Internet, vous payez sur Internet et on vous livre la vidéo sur Internet. Vous avez un autre modèle qui est le modèle d'apporteur d'affaires. Alors, apporteur d'affaires, au Sénégal, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il y a deux types d'apporteurs d'affaires. Il y a l'apporteur d'affaires en fixe et l'apporteur d'affaires commissionné. L'apporteur d'affaires en fixe, c'est-à-dire son job, c'est de vous apporter des prospects. Et après, c'est plus son problème. Donc, en gros, vous payez les prospects. Donc, par exemple, Expat Dakar, aujourd'hui, est un apporteur d'affaires en fixe. Donc en gros, si vous avez... Alors je parle d'Expat Dakar pour les professionnels, hein, pas pour les particuliers. Donc si vous êtes je sais pas, vous vendez des canapés, vous allez mettre des photos de vos canapés sur Expat Dakar, et puis vous dites, voilà, tel canapé, 1 800 000, tel canapé, 450 000, canapé cuir, pas cuir, vous expliquez, les gens vont appeler. Et donc à partir du moment où les gens voient votre annonce sur Expat Dakar, le boulot d'Expat Dakar, il est terminé. Enfin, dès qu'ils ont décroché leur téléphone, c'est plus le problème d'Expat Dakar. Après, vous vendez pas. Expat Dakar, ils veulent pas savoir. Hein. Eux, vous les payez en fait en fonction du nombre de personnes qui vont appeler. Alors, c'est généralement pas si simple que ça. Sur Expat Dakar, vous payez des mises en avant qui vont correspondre à... Bon, bref. Mais l'idée, c'est ça. Facebook, c'est exactement ça. Facebook, vous allez le payer en fonction du nombre de personnes qui vont voir vos publicités, qui vont cliquer pour venir chez vous. Après quand ils arrivent chez vous, c'est-à-dire sur votre page Facebook ou sur votre site web, les gens achètent ou achètent pas, ça, c'est pas le problème de Facebook. Mais Facebook, il va vous faire payer chaque personne qui vient sur votre site. Et le prix de vente de Facebook, c'est quelques francs, quelques dizaines de francs. Google, c'est exactement le même modèle que Facebook. Google et Facebook, ils sont sur des modèles qui sont extrêmement semblables. Ils ont des produits, des façons de vous les proposer qui se ressemblent énormément. Ils se copient beaucoup l'un et l'autre. Et puis vous avez Sénéweb, par exemple. Sénéweb, vous pouvez acheter l'habillage de Sénéweb, le mettre à votre marque. Et puis quand les gens vont cliquer dessus, ils arriveront sur votre site. Sénéweb, ils vous facturent, ils disent, voilà, le bandeau, je ne sais pas combien il est le bandeau actuellement. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais à l'époque, il était à 400 et quelques mille. J'imagine que maintenant, il doit être encore plus cher. Donc, vous voulez une journée de clics sur ce bandeau, ça vous coûte tant. Voilà. On vous a apporté des potentiels clients, plus ou moins qualifiés. Donc, Sénéweb, on comprend bien que c'est pas très qualifié, c'est un peu n'importe qui clique sur le bandeau. Facebook, c'est un petit peu plus qualifié parce que Facebook, il connaît tout de vous, donc il sait montrer la publicité aux bonnes personnes en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis vous avez les apporteurs d'affaires commissionnés. Donc ça, c'est les apporteurs d'affaires qui ne sont payés que si vous vendez. Ça, en tant que fournisseur, c'est génial parce que du coup, on n'a pas de... Enfin, en tant que distributeur, on n'a pas d'inquiétude parce que ces gars-là ne sont payés que si je vends. Ça, c'est sympa. Et donc pour eux, c'est plus dur parce qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à la vente. Donc par exemple, je vous ai donné 3 exemples là, dont le premier est présent au Sénégal.
Donc Jumia, si vous êtes marchand, il va vous envoyer des clients, il va vous envoyer des commandes en fait. Jumia fait comme si c'est eux qui vendaient, mais en fait c'est pas leurs produits, ce sont les produits d'un marchand. Donc par exemple, vous monsieur, vous êtes le marchand, enfin vous tous au premier rang, vous êtes tous des marchands présents chez Jumia, chacun d'entre vous met ses produits sur Jumia, Jumia fait la vente, Jumia va chercher le produit chez vous, Jumia livre le client, Jumia récupère l'argent et Jumia vous rend votre argent moins sa commission. Parce que comme ils ont fait tout le boulot, en gros, bah, ils prennent leur marge au passage. Pareil pour Uber. Uber, donc le modèle d'Uber, c'est vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B. Uber vous trouve une voiture, il vous trouve un chauffeur, ils le font venir, vous payez Uber quand vous arrivez, ou à l'avance, je ne sais plus, et Uber reverse au chauffeur le montant de la course, moins sa commission. Pareil pour Airbnb. Airbnb, c'est pour des locations de maisons au lieu de location de voitures, enfin de voitures avec chauffeur, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que quand on est apporteur d'affaires commissionné, en fait, on s'implique jusque dans la vente, on s'occupe de la vente, on s'assure que le client est content, et comme on s'est occupé de tout, on récupère l'argent en général, et on rend son argent moins sa commission, on garde la commission, on rend l'argent au fournisseur du service ou du produit. Donc ces quatre modèles-là, la vente de produits, la vente de services, l'apporteur d'affaires fixe et l'apporteur d'affaires commissionné, couvrent 95% des modèles économiques qui existent sur Internet. Parce que vous voyez qu'avec un simple modèle économique comme l'apporteur d'affaires commissionné, on a des entreprises aussi différentes que Jumia et Airbnb. C'est des entreprises qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner, pas du tout le même ADN, pas du tout la même cible, pas du tout le même poids, enfin qui se ressemblent vraiment pas beaucoup. Et pourtant, ils sont sur un modèle économique qui est le même, c'est-à-dire qu'ils s'adressent au grand nombre, ils leur délivrent un produit ou un service de bout en bout, mais en fait, ce n'est pas eux qui sont fournisseurs du produit ou du service, ils font semblant de faire ils prennent en charge la transaction et ils s'assurent que quelqu'un d'autre délivre le produit ou le service et ils le rétribuent en fonction. Donc réfléchissez bien aux idées que vous avez en tête et essayez de voir s'ils se casent dans l'une ou l'autre ou éventuellement dans plusieurs de ces modèles économiques. Donc après, il y a quelques autres modèles économiques un peu exotiques, mais franchement, avec ça, on a vraiment 95% de tout ce qu'il est possible de faire en termes d'entreprises qui gagnent de l'argent sur Internet, sur un modèle de e-business. Presque tous ces modèles reposent sur le principe qui est qu'on s'adresse à une masse de population, donc de cibles. Donc par exemple, je vends des canapés, donc je vais m'adresser à toutes les personnes qui habitent chez eux, donc qui sont locataires ou propriétaires de leur appartement ou de leur villa à Dakar ou en région. Donc, voilà, je ne vais pas m'adresser à des étudiants, je ne vais pas m'adresser à des... Par exemple, je ne vais pas m'adresser à des agriculteurs, à des petits agriculteurs en zone rurale, mais je vais m'adresser à la plupart des cadres. Enfin, vous imaginez, voilà, la cible que je peux imaginer me représenter en tant que marchand de canapés. Et cette masse de gens, puisque les propriétaires et les locataires d'appartements ou de villas au Sénégal, ça doit représenter, je ne sais pas, peut-être 500 000 personnes, peut-être plus, 1 million, j'en sais rien. Donc mettons qu'il y ait 1 million de personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Comment je fais pour toucher 1 million de personnes? Et donc le mot-clé là, c'est l'automatisation. Donc j'utilise des outils pour automatiser la relation avec potentiellement 1 million de personnes. Et le problème de l'automatisation, c'est la perte. C'est-à-dire que quand vous êtes contacté par un robot, par un automate, par exemple, vous avez tous parlé à un répondeur automatique. Vous savez tous à quel point c'est désagréable de parler à un répondeur automatique. En plus, si c'est un répondeur automatique intelligent, où il faut appuyer sur la touche 1 pour avoir ceci, la touche 2 pour avoir cela, appuyer sur dièse pour revenir au début...
Ou pareil, quand c'est en ligne, que vous avez un formulaire qui n'a pas de fin, vous cliquez, vous validez, vous arrivez sur un autre formulaire, on vous demande oui, mais alors du coup, vous voulez ci, vous voulez ça, vous validez, puis ah d'accord, on va vous envoyer un mail. Personne n'aime l'automatisation, personne n'aime parler à des automates. Et puis l'automate, il est maladroit parce que du coup, il va répéter les questions bêtement, il va pas comprendre ce que vous voulez, il va vous parler à vous comme il parlerait à n'importe quel autre des 1 million de personnes dont on vient d'évoquer l'existence. Donc l'automatisation, son inconvénient, c'est qu'elle perd énormément de clients. Donc vous allez toucher, admettons, 1 million de personnes, mais vous allez en perdre 99%. Sauf que si vous perdez 99% de 1 million, il faut faire le calcul. Il vous reste 1% de 1 million. 1% de 1 million, c'est combien? C'est 10 000. 10 000, 1% de 1 million. Je ne dis pas de bêtises. 10 000 personnes, ah ben c'est pas si mal que ça. Moi, dans ma boutique là, à Sandaga, à vendre mes canapés, j'ai pas 10 000 personnes qui passent dans l'année. Hein. Donc 10 000 personnes, c'est intéressant. Donc la perte, ça va, c'est raisonnable. Enfin, on peut imaginer que ça soit raisonnable. Par contre, si ma perte, c'est pas 99%, mais c'est 99,99%, donc je divise encore par 100 le nombre de personnes. Donc là, je passe de 10 000 à 100. Donc là, j'ai touché 1 million de personnes, mais je me retrouve avec 100 clients. Et j'ai plus assez de clients pour faire 365 ventes de canapés par jour. Et donc ça ne correspond pas à ma conviction, à ce que j'ai répété ce matin devant mon miroir. Ça colle pas. Donc la vraie clé, c'est la perte. Il faut que l'automatisation perde le moins de clients possible. Donc il faut optimiser les outils que vous allez utiliser pour automatiser la relation avec vos prospects. Donc votre site web, votre page, vos emails, tout ce que vous allez utiliser dans le digital pour perdre le moins de clients possible. Et il faut savoir que vous allez en perdre beaucoup, mais qu'il y a un seuil au-dessus duquel, si vous en perdez plus, vous ne serez jamais rentable. Donc là, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. 99, ça va. 99,99, ça ne va plus du tout. Et donc la logique, alors je pense que la plupart d'entre vous sont très à l'aise avec ça, mais je vais quand même le répéter. Donc la logique, c'est je pars d'un budget marketing qui me permet de toucher des prospects, qui me permet de les transformer en clients, qui me permettent d'obtenir des chiffres d'affaires ou du résultat. Et donc ça, c'est le budget marketing que je vais donner à mes apporteurs d'affaires digitaux, Facebook, Google. Ça, c'est les prospects que je vais en obtenir. Donc là, j'ai mes campagnes de communication qui vont attirer des prospects sur mon site ou sur ma page Facebook ou sur mon compte WhatsApp. Ici, c'est le processus de conversion des prospects en clients. Donc là, c'est là que se fait la vente. Donc ça, c'est par exemple mon site de e-commerce ou bien c'est mon commercial sur WhatsApp qui va répondre aux clients. Et puis ça, c'est la livraison, on livre le service, on livre le produit et on récupère l'argent en échange. Donc là, donc par exemple dans le cas du e-commerce, là ce serait ici que se fait la livraison de la commande, éventuellement. Et à chaque fois, on a des pertes. Donc ici, quand on fait une campagne, on va toucher 1 million de personnes, mais on n'a que 10 000 personnes qui vont cliquer sur la campagne et qui vont dire « Ah tiens, ça m'intéresse ce canapé, il a l'air beau, c'est combien ?» Et ils vont cliquer dessus. Donc ils vont se transformer en prospects, ils vont arriver par ce clic, ils vont arriver sur votre site web. Ensuite, ils vont naviguer sur votre site web et ils vont être convaincus qu'il faut qu'ils achètent ou pas. Donc là aussi, vous allez avoir une perte. Donc c'est 1 million de personnes ici se transforment en 10 000 personnes ici, avec un taux de change ici qui est de 1%. Et ici, les prospects se transforment en clients avec un autre taux de change qu'on appelle le taux de transformation, ou de conversion rate en anglais. Et ce taux de transformation, c'est ce qui détermine combien on a de clients par rapport au nombre de visiteurs qu'on a sur le site. Typiquement, on en reparlera tout à l'heure, c'est environ 1% aussi. Donc, du coup, j'ai 1 million de personnes qui voient ma publicité, 10 000 qui cliquent et 100 qui commandent.
Et là, le taux de perte, il est normalement, toutes les personnes qui commandent, on devrait pouvoir encaisser leur commande. Dans la pratique, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des commandes annulées au dernier moment, des choses comme ça. Mais on doit pouvoir livrer 80% au moins des commandes. Donc la perte ici, elle n'est pas très importante. Mais elle est ici très importante, 99%. Et ici, très importante, 99% aussi. Quand je dis 99%, ça dépend des business. Hein, on va en parler tout à l'heure. Et donc on a ce qu'on appelle un entonnoir d'acquisition qui commence avec tous les internautes ici. On a 5 millions d'internautes au Sénégal et puis on va les toucher via une campagne de publicité. Donc là, je donne un exemple. Donc via des réseaux de Facebook ou de Google, on va toucher 600 000 personnes par exemple, avec un prix qui est de l'ordre de grandeur, c'est environ un demi-franc pour afficher, pour toucher une personne. Au Sénégal, ça coûte environ un demi-franc CFA pour qu'une personne voit une de vos publicités. Ensuite, on va obtenir des clics, donc des visiteurs, des prospects sur votre site, donc ils vont cliquer sur la publicité. Donc avec l'exemple que je donnais, donc ça c'est un autre exemple d'autres chiffres que vous puissiez avoir en tête, que vous ayez plusieurs ordres de grandeur. Ça, c'est une campagne, c'est des chiffres que sur une campagne récente, je crois que c'était 300 000 francs, je crois, le budget. Donc avec 300 000 francs, on obtient 600 000 personnes qui voient la campagne, on obtient 30 000 clics, donc ça fait le clic à environ 10 francs. Et ensuite, on arrive sur un site où on commande. Donc là, en l'occurrence, on a eu 1500 commandes pour 30 000 clics. Donc ça fait que la commande est revenue à 2000 francs. Il a fallu payer Facebook au départ 2000 francs pour obtenir une commande. Et là on était dans un cas où le taux de paiement des commandes était de 50%. Donc en fait on n'a fait que 750 ventes. Donc chaque livraison, chaque paiement est en fait revenu à 4000 francs. Il a fallu investir 4000 francs pour obtenir un paiement d'un produit. Donc vous voyez que ce n'est pas neutre, et ça veut dire que si sur une vente de produit vous ne gagnez pas 4000 francs, ben là vous êtes dans le rouge. Donc il va falloir que vous ajustiez vos campagnes, votre site web de façon à ce que ça vous coûte moins cher. Donc ça c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, le trafic a un prix, le prix c'est ça, que vous l'ayez en tête, hein, c'est entre 5 francs et 50 francs. 50 francs si vous voulez un trafic très qualifié, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs dans l'automobile, voilà, des gens avec des profils très particuliers. Et à 5 francs si vous voulez, par exemple, vous vendez je sais pas moi, des stylos, n'importe qui est susceptible d'acheter un stylo, tout le monde est votre client, et donc le trafic vous coûte moins cher puisque Facebook ou Google peuvent prendre n'importe lesquels de leurs visiteurs et vous l'envoyer, et donc ils vous le font payer moins cher. Et donc les principaux fournisseurs de trafic, c'est Facebook, c'est le plus gros au Sénégal et c'est aussi le moins cher. Google est juste derrière, mais on a également d'autres apporteurs de trafic. WhatsApp qui monte en puissance. On a le mailing qui est plutôt une ancienne technique, mais qui reste encore plus ou moins efficace. Et puis on a des techniques qui datent d'il y a déjà 15 ans maintenant, enfin du début de Facebook. Les groupes Facebook par exemple, ça fonctionne très bien au Sénégal, ça génère du chiffre d'affaires relativement important. Et puis évidemment il y en a d'autres, on aura l'occasion d'en parler de quelques-uns. Donc ça c'était on parle de 95% du trafic qui est du trafic qui est généré de façon payante. Il y a des sources de trafic gratuits, alors je mets gratuit parce que c'est pas tout à fait gratuit, mais bon globalement on ne paye pas pour chaque clic. Donc il y a deux principales techniques. La première, c'est le SEO. C'est ce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est l'optimisation de votre site pour que Google identifie bien clairement vos produits et que quand quelqu'un cherche canapé au Sénégal, clac, il tombe sur votre site de canapé. Donc ça, il faut bien optimiser ça. Et ça, c'est assez technique. YouTube vous dira ça, mais sinon, on a des experts du SEO au Sénégal. Il y a des jeunes qui savent faire ça très bien. Et puis l'autre technique pour avoir du trafic gratuit, c'est le content marketing. Le content marketing, c'est le marketing de contenu, c'est-à-dire ou le inbound marketing, il y a plein de termes, on s'en fiche. Le principe, c'est que vous allez
produire du contenu autour de vos produits qui sera tellement intéressant, qui deviendra tellement une référence que du coup, quelqu'un qui cherchera à acheter un canapé, forcément, il va tomber sur votre site de canapé. Il va taper canapé en ligne et tous les autres sites vont dire ouais, il faut que tu ailles sur canapé.sn parce que c'est la référence, on t'explique tout. Ou bien il cherche canapé en cuir, il va tomber sur un article comment déterminer si un canapé est en vrai cuir sur votre site web parce que vous êtes un pro du canapé et donc vous avez toutes les astuces, vous expliquez tout sur les canapés. Donc vous avez fait un effort de produire du contenu qui va avec le temps générer une notoriété pour le site. Et donc ça se fait tout seul, hein, c'est via essentiellement les moteurs de recherche, donc Google, mais ça prend du temps, et ça prend beaucoup de temps en fait. Globalement, c'est une stratégie qui fonctionne à 6, enfin il faut au minimum 6 mois, et il faut parfois jusqu'à 18 mois pour que ça commence à donner des résultats convenables. Donc c'est pas une stratégie court terme, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie lente qui a l'avantage d'être très peu coûteuse. À l'inverse, quelqu'un qui a une campagne, je vais prendre le cas de la campagne présidentielle qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, la plupart des candidats, ils ne savaient pas s'ils allaient être validés ou non, donc ils ont attendu le dernier moment pour faire leur campagne en ligne. Et donc comme il leur restait finalement, je ne sais plus, 4 semaines, un truc comme ça, pour faire leur campagne, eh ben, ils n'ont pas pu du tout utiliser ces outils-là. Ils n'ont pas pu du tout communiquer sur leur programme, construire une communauté sur le contenu de ce qu'ils ont vraiment à proposer. Ils ont claqué de l'argent sur Facebook. Alors quand je dis claquer, parce que quand on met beaucoup d'argent sur Facebook d'un seul coup, c'est souvent pas très efficace. Il vaut mieux grandir progressivement, augmenter les budgets lentement. Mais ils ont dépensé jusqu'à plusieurs millions par jour sur Facebook juste pour être connus de tout le monde et toucher tout le monde. Mais du coup, enfin peut-être pas plusieurs millions par jour, mais en tout cas plus d'1 million par semaine pour certains, c'est sûr. Donc ils ont pu toucher un grand nombre de personnes. Alors tout le monde l'a plus ou moins fait. Hein. Celui qui l'a plus fait et le mieux fait, c'est probablement celui qui a gagné l'élection présidentielle. Et donc cette stratégie de j'attends ou je paye, c'est un vrai choix fondamental. Alors parfois, et souvent même au début, on n'a pas le choix. Au début, on n'a pas d'argent à donner à Facebook, et donc on est obligé de commencer par du content marketing et du SEO. Et c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que si ça commence à marcher, que ce soit grâce à ça ou par d'autres actions que vous pouvez mener par ailleurs, si ça commence à marcher, il ne faut pas hésiter à utiliser une partie des revenus que vous allez générer grâce à ça pour accélérer grâce au trafic payant. Parce que ça peut vous faire gagner une année. Donc on est d'accord que donner de l'argent à Facebook, ça ne fait pas tellement plaisir, mais si c'est rentable, en fait, ça fait plaisir. Donc on va parler tout à l'heure de cet aspect rentabilité. Choisissez bien vos canaux, ça on va en reparler en long, en large et en travers, je ne vais pas trop insister sur cette slide. Le taux de transformation, j'en ai déjà bien parlé, donc le taux de transformation, hein, c'est le pourcentage, donc c'est un chiffre très important en e-business, donc il faut vraiment que vous ayez ça en tête, c'est le pourcentage de commandes divisé par le nombre de visites. Donc si vous avez une commande et 100 visites par jour sur votre site, vous avez 1 divisé par 100, vous avez 1% de taux de transformation. Il faut savoir que 10%, c'est les champions du monde. Hein. Les sites qui font 10% de taux de transformation, il y en a très peu. C'est des sites avec une population qui est extrêmement fidèle. Généralement, il y en a rarement plus de 2 ou 3 par pays. Des sites à 1%, il y en a beaucoup, ça c'est la moyenne mondiale. Et les sites à 0,1%, malheureusement, il y en a beaucoup aussi. C'est ou bien des produits de luxe, ou bien des sites pas très bien faits. Et on en a quelques-uns au Sénégal, des sites pas très bien faits. Et donc le taux de transformation dépend beaucoup de l'ergonomie du site. On va en parler tout à l'heure un petit peu de c'est quoi l'ergonomie, comment ça se mesure. Le dernier élément qui est important pour mesurer le succès d'un site, au-delà de son taux de transformation, c'est son panier moyen. Donc le panier moyen, c'est la valeur moyenne d'un produit acheté. Donc si vous vendez des voitures, votre panier moyen, peut-être qu'il est à 2 millions.
Si vous vendez des sous-vêtements, votre panier moyen, peut-être qu'il est à 2000 francs. Si vous utilisez des techniques du genre vous en achetez 4, on vous en offre un 5e ou ce genre de choses, vous pouvez faire augmenter votre panier moyen sans changer le prix de vos produits. Ou bien vous dites je vous livre gratuitement à partir du 10e produit acheté, vous pouvez augmenter votre panier moyen grâce à ça. Et la marge, c'est combien vous gagnez effectivement sur un produit. Si vous vendez un produit 10 000 francs, mais qu'il vous coûte 9 000 francs à l'achat, ce que vous gagnez, c'est 1 000 francs. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est pas que vous ayez fait 10 000 francs de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de valeur de vente, c'est combien vous avez gagné dans tout ça, c'est les 1 000 francs que vous avez gagnés une fois que vous enlevez le prix d'achat de vos produits. Et donc, c'est ce qui vous permet de mesurer votre bénéfice à la fin de la journée, et c'est en fait pour ça que vous vous battez. Je vais rapidement... je suis allé un peu en avance. Je voudrais parler un peu en détail de ces dernières slides. Donc, ce que je vous propose, comme l'heure a pas mal tourné, je ne sais pas si nos amis de YumYum sont là. On va faire la pause maintenant pour aller manger. Donc, on se donne 1 heure. Alors, attendez, il est quelle heure ? Il est 13h26. Donc, on va se donner jusqu'à 14h26. Pour aller manger, donc je suis désolé, hein, c'est une pause repas un peu courte, mais on a beaucoup de choses à voir. Vous n'êtes pas venu un dimanche pour passer votre temps au restaurant. Donc on se donne 1 heure. On n'a pas de solution pour manger, mais on a signé un accord avec YumYum pour vous faciliter les choses. Donc s'il y en a qui ne savent pas où manger, on a une solution à vous proposer. Alors, bonjour. En fait, c'est YumYum Centre-Ville, juste derrière la cathédrale. Maintenant, pour vous faciliter la tâche un peu, vous pouvez passer vos commandes par Internet, www.yumyum.sn. Donc, vous choisissez l'option à venir chercher. Donc, dès que vous arrivez, vous allez trouver votre produit déjà prêt et tout chaud. Donc, cela vaut mieux d'être d'abord sur place pour passer la commande. Ça peut prendre un peu de temps. Et vous aurez une réduction de 20% sur tous les produits. On a déjà des menus ici au niveau du bar et, excusez-moi, au niveau du site aussi, vous avez le menu détaillé, les pizzas, les sandwichs, les snacks, desserts, boissons et tout. Donc voilà, on est entièrement à votre disposition. Et il y a 2 équipiers qui vont vous accompagner au niveau du restaurant pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, merci et bon après-midi. Voilà, donc s'il y en a qui ont des smartphones, ils peuvent passer leur commande tout de suite sur le site pour aller les chercher. Donc la cathédrale, c'est à 5 minutes à pied d'ici, hein, c'est ça? Un peu moins? 3 minutes? Donc en sortant, c'est sur la droite. Sinon, il y a plein d'autres endroits où manger, mais mangez vite pour qu'on puisse redémarrer derrière. On démarre vraiment, que vous soyez là ou pas. Donc on parlait du taux de transformation. Donc le taux de transformation, c'est le pourcentage des gens qui sont sur Internet et que vous pouvez toucher, mais que vous allez attirer jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Typiquement, le chiffre qu'il faut mémoriser, hein, c'est que généralement, quand vous avez 100 visiteurs sur un site, généralement, l'ordre de grandeur, c'est une commande. Alors évidemment, si vous vendez des voitures ou si vous vendez des claquettes, ça ne sera pas la même chose, hein. Mais c'est le chiffre que vous pouvez avoir en tête. Après, ce sera à vous de mesurer votre propre chiffre et de le faire grandir. Le panier moyen, donc très important, le panier moyen, c'est essayer de vendre des produits plus chers, de vendre plus de produits aux mêmes clients. Donc on utilise des techniques de cross-selling et d'upselling qui sont des techniques très classiques du marketing. Je ne vais pas détailler ici, mais vous trouverez sur YouTube ou sur n'importe quel site internet, vous trouverez plein d'informations sur comment tout ça se fait. Et puis, on veut obtenir de la marge, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement avoir un gros chiffre d'affaires, mais on veut qu'il y ait une partie importante de ce chiffre d'affaires qui nous revienne à la fin pour pouvoir réinvestir ou simplement pour pouvoir s'acheter une Ferrari. Et donc, pour ça, il faut bien négocier vos achats et il faut bien faire votre pricing. Si vous achetez des canapés et que vous ne les négociez pas,
vous allez avoir des prix d'achat qui seront trop importants par rapport à votre prix de vente et vous ne gagnerez pas suffisamment. Inversement, si vous ne regardez pas le prix de vente de vos concurrents, peut-être que vous allez vendre vos canapés pas assez cher par rapport à ce qu'il est possible de faire. Et là encore, vous réduisez votre marge d'autant. Où est-ce que ce taux de transformation, où est-ce qu'il prend place? Il prend place sur votre site, votre landing page ou votre page Facebook, ou les trois à la fois. Il y a encore même d'autres trucs, d'autres outils qui peuvent permettre de transformer, mais ce sont les plus communs, ceux qu'on voit le plus souvent. Donc un site web, tout le monde voit ce que c'est. Donc par exemple, vous avez le site, un site que je cite souvent parce que c'est du e-commerce pur et dur, c'est le site de Fabella Shop. Donc vous voyez bien, il y a les produits, on peut acheter, enfin on peut mettre dans un panier les choses qu'on a envie d'acheter, ensuite on se les fait livrer, on paye, voilà. Une landing page, c'est comme un site allégé. La landing page, c'est un site en une page. Une landing page, ça veut dire page d'atterrissage, ça veut dire que vous faites une publicité dans les airs, dans le cloud, sur Facebook, quelque part, vous ne savez pas trop où, et les gens atterrissent sur votre page, sur votre landing page. Donc vous avez une page web, quelque part, qui est votre seule page web, ou en tout cas la seule qui concerne ce business-là. Et sur cette landing page, il y a tout. Donc par exemple, vous vendez un seul produit. Votre produit, c'est par exemple une formation en e-business. Pour prendre un cas que vous avez croisé récemment. Eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir un site web avec des conditions générales de vente, un catalogue de produits, des trucs dans tous les sens. Il suffit juste de vous dire, ben voilà, c'est ça la formation, ça ressemble à ça. Si ça vous intéresse, laissez votre nom et on vous contactera. Et ça, c'est une landing page. C'est juste une page qui présente le produit et enregistre l'intérêt du consommateur potentiel. Et la page Facebook, je ne vous explique pas ce que c'est, tous les adolescents savent, si vous ne savez pas, c'est que vous êtes vous-même trop vieux, il faut que vous demandiez à vos enfants. Mais je suis sûr que vous savez. Site web, l'intérêt du site web, c'est que c'est plus puissant, on peut faire beaucoup de choses avec un site web, on a des pertes qui sont moins grandes, parce qu'on va pouvoir agir de façon intelligente en fonction du comportement de l'utilisateur. S'il veut un produit un peu différent, on peut lui en proposer d'autres, on peut faire du cross-selling, on peut faire de l'upselling, on peut faire des tas de choses qu'on ne peut pas forcément faire avec les autres outils. La page Facebook, son avantage, c'est qu'elle est gratuite. Et ça, la gratuité, c'est sympa, surtout quand on débute. Son inconvénient, c'est qu'elle n'est pas très efficace. Les gens, c'est pas une page Facebook qui va les convaincre à passer une commande. Tout le monde a une page Facebook, tout le monde sait qu'une page Facebook, c'est facile à faire. Par contre, l'intérêt, c'est que justement, elle est sur Facebook. Du coup, vous touchez un large public. Donc, elle peut être assez efficace en termes d'audience qu'elle est capable de toucher. Par contre, elle n'est pas très efficace en termes de taux de transformation. La landing page, l'intérêt, c'est qu'elle coûte pas cher. Donc, elle peut être gratuite ou économique. L'avantage, c'est qu'elle est efficace parce qu'elle est faite pour une chose. Elle est faite pour vendre un produit à une catégorie de personnes. Elle est faite que ça. Si vous voulez des informations, si vous n'êtes pas sûr, vous ne devez pas être sur la landing page. La landing page, c'est la page qui est là pour conclure une vente. Donc c'est souvent assez efficace. On la travaille dans ce sens-là. Par contre, c'est étroit, c'est-à-dire que la landing page, il y a très peu de contenu dessus, elle n'a pas une adresse qui est connue de tout le monde, du coup, elle ne va pas à elle seule aller chercher des gens, des internautes pour leur faire des ventes. Il va falloir faire tout le travail vous-même pour apporter du trafic sur cette landing page. Deux outils qui sont assez connus, enfin le premier est assez connu, le deuxième n'est pas très connu, qui permettent de faire des landing pages très simples et très efficaces. La première, c'est Google Forms. Ça permet de faire des formulaires gratuits. Donc, s'il y en a parmi vous qui se sont inscrits en ligne pour cette formation, vous êtes passé sur une page, sur un Google Form. On peut mettre des images, voilà, c'est pas hyper élaboré. Fonctionnellement, c'est très simple, hein, c'est juste des textes, des images et des champs de formulaire, des questions à remplir et un bouton valider à la fin.
Facebook a le même principe, mais encore plus simpliste, encore plus basique, encore plus réduit. On ne peut pas mettre d'image, on a des limitations en nombre de questions beaucoup plus importantes. Mais comme c'est beaucoup plus léger, c'est tellement léger qu'on peut carrément le mettre à l'intérieur d'une campagne de communication, et c'est Facebook qui gère tout. Du coup, ça peut être intéressant en termes de taux de transformation. Bon, les formulaires Facebook, c'est pas très connu parce que c'est dans un endroit un peu caché du gestionnaire de publicité de Facebook qui est très touffu, où il y a beaucoup de choses. Donc, s'il y en a que ça intéresse, ou bien contactez-moi, ou bien demandez à YouTube et demandez à ce qu'on vous fasse une petite démo en vidéo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Et puis, votre site ou votre landing page ou votre page Facebook, ils suffisent rarement à convertir, c'est-à-dire à transformer un visiteur en client. En particulier au Sénégal, où on n'a encore pas beaucoup de culture d'achat en ligne, il va falloir des outils complémentaires pour finir de convaincre le client. Et là, on a des emails, donc on envoie des emails professionnels, à titre professionnel à ses clients, donc ou bien pour les prévenir qu'il y a un arrivage, qu'il y a un nouveau service, ou bien pour leur confirmer qu'on a bien noté leur inscription, est-ce qu'on peut les renseigner, ce genre de choses. Messenger, si on utilise tous les outils de Facebook, WhatsApp, qui est un peu tout terrain et qui marche assez bien pour ça, qui est particulièrement efficace au Sénégal, où tout le monde utilise plus ou moins WhatsApp. C'est pas vrai dans tous les pays. Il y a des pays qui sont restés sur Viber, par exemple. Il y a des pays qui ont basculé sur WhatsApp. Le Sénégal en fait partie. Et puis, il ne faut pas l'oublier, le bon vieux téléphone, et ça marche toujours très bien. Ça nécessite plus d'efforts, d'appeler, de négocier, parfois en plusieurs langues, il faut se faire comprendre. On ne peut pas parler à deux personnes en même temps, il faut faire un appel après l'autre. Ça a un coût éventuellement. Mais le téléphone, ça transforme, ça aide un site ou une landing page à transformer. Autre conseil pour un entrepreneur digital, c'est de prendre ses décisions uniquement sur la base d'éléments objectifs. Jusqu'à il y a quelques années, c'était difficilement le cas. C'était pas toujours le cas. Aujourd'hui, il y a assez peu d'excuses pour ne pas le faire. Et donc, la principale règle, c'est considérer que toute conviction que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre business et vos clients et vos produits sont fausses. Donc, vous pouvez être un expert du canapé et penser que c'est vraiment les canapés en cuir d'angle, de teinte sombre, avec au moins 8 places, qui sont les canapés qu'il faut vendre au Sénégal pour faire des affaires. Mais si ça, c'est votre conviction personnelle, ça ne vaut pas grand-chose et probablement que c'est faux. La seule façon d'avoir des convictions qui s'appuient sur des choses concrètes, sur des données, c'est d'aller mesurer ce qui se passe vraiment sur votre site. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aviez complètement tort. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aviez raison. Et dans l'un ou l'autre cas, peu importe, vous avez bien fait de mesurer. Vous avez bien fait de vérifier. Et moi, je ne compte pas le nombre de cas où je débarque dans des entreprises et où, donc, une de mes principales activités, c'est de booster le chiffre d'affaires d'une entreprise qui a généralement déjà démarré du e-business depuis un moment et qui n'est pas satisfait de ses résultats. Mais parfois, je suis effaré de voir à quel point les dirigeants peuvent se faire des idées sur la réalité des choses, avoir des convictions extrêmement fortes, et puis on regarde juste les chiffres, on analyse les résultats techniques, chiffrés de leur site web, on voit le nombre de pages, on voit où les gens passent, où est-ce que les gens arrêtent, où est-ce que les gens commencent, et puis on voit des évidences, et les gars, ils débarquent en disant « Ah bon ? Mais pourtant, j'étais persuadé qu'à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour un canapé 8 places. » Ben oui, mais les gens, pour les canapés, pour les banquettes à 100 000 francs, ils n'appellent pas, mais c'est eux qui sont les plus nombreux, par exemple. Donc, considérez que ni vous, ni personne n'a raison. Les experts, donc moi-même qui suis en train de vous dire « Ouais, je vous explique tout, bougez pas », on a tous tort, surtout. Le seul qui a raison, c'est le client. Et le client, si vous voulez savoir
ce qu'il veut. Bon, d'abord, vous allez lui parler, on l'a vu tout à l'heure, mais vous regardez les chiffres, vous regardez ce qui se vend, vous regardez quels sont les produits que les gens regardent, quels sont les produits qu'ils achètent, quels sont les produits qu'ils regardent mais qu'ils n'achètent pas, quels sont les produits qu'ils achètent sans regarder. C'est vachement intéressant. Et non seulement c'est intéressant, mais vraiment c'est fondamental. Et donc, du coup, vous pouvez vous poser des questions, et puis ensuite, vous n'avez pas la réponse sous la main, c'est pas grave, vous faites une petite expérience. Donc vous voulez savoir, les canapés blancs par exemple. Les canapés blancs, est-ce que ça se vendrait au Sénégal? Il y a un gars qui vous dire non, mais ça ne se vendra jamais parce que les gens ont peur de la poussière, il faut les nettoyer tout le temps, c'est horrible. Ah, ok, c'est vrai qu'ils ont peut-être raison. Et d'un autre côté, peut-être que comme personne ne vend de canapé blanc à Dakar, si vous avez un canapé blanc et qu'il est bien vendu, quelqu'un qui a une villa climatisée où il n'y a pas un gramme de poussière qui rentre, mais il va vous l'acheter le même jour. Ou pas, j'en sais rien. Il faut tester. Et pour tester, pas forcément besoin de faire venir un canapé de Chine, un canapé blanc de Chine. Hein. Prenez la photo d'un canapé blanc qui est en Chine, vous le vendez sur Internet, et puis vous voyez, personne n'en veut. L'expert avait raison. Tout le monde en veut, l'expert avait tort. Et c'est pas grave, ok, les gens le veulent, super, j'ai un problème de riche, c'est que j'ai trop de clients. Ah, ça, vous saurez gérer. Hein, c'est le problème qu'on aime bien gérer, ça, les problèmes de riches. J'ai trop de clients. On m'appelle rarement pour ce genre de problème. Et puis, il y a un moment donné où il faut savoir pivoter. Pivoter, c'est un terme positif, hein, c'est un terme qui nous vient des États-Unis. En gros, il faut reconnaître à un moment donné qu'on s'est planté. Ok, mes canapés, ça fait 1 an que je vends des canapés, que je me bats, que j'ai tout fait, que si je voulais vendre un canapé par jour, je vends un canapé par semaine. Au bout d'1 an où je me suis démené, où j'ai tout fait. Je me suis levé à 6 heures tous les matins, j'y étais à fond, j'ai tout donné, je n'ai pas réussi. Du coup, probablement qu'il y a quelque chose que je fais mal, ou bien que ce que j'espère être possible n'est pas possible, je me fais des idées. En tout cas, il y a un moment donné, il faut savoir arrêter. Et arrêter, ça ne veut pas dire jeter, abandonner, et puis je retourne me coucher. Non, pivoter, ça veut dire, bon, ok, les canapés, là, ça ne marche pas. Maintenant, si je fais canapé plus table basse, plus tapis, plus meuble télé, plus télé, je fais des kits complets, est-ce que ça peut marcher? Ou bien, ok, canapé, ça ne marche pas, mais est-ce que des chaises, ça peut fonctionner? Ou bien, je me rends compte que les gens, ils n'ont pas le budget pour acheter des canapés, mais ils veulent que leur salon soit beau. Du coup, peut-être que je peux faire de la décoration d'intérieur. J'ai un super carnet d'adresses de gens qui ne m'ont pas acheté de canapé. Peut-être que si j'avais une belle proposition de décoration d'intérieur, ça les intéresserait. Bref, pivoter, ça veut dire changer de business. Alors, il y a des gens qui font des pivots à 180 degrés. Hein, donc, ça veut dire ils étaient dans l'automobile et puis ils se mettent dans la musique en ligne. Donc ça, c'est un pivot complet. C'est OK. Là, globalement, ce que j'ai fait, j'y arrive pas. D'accord. Et il n'y a rien de ce que j'ai fait que je peux réutiliser dans un nouveau business. En tout cas, dans un business qui, moi, m'intéresse. Et je suis passionné de musique par ailleurs. J'ai mon cousin qui me dit, viens, on va faire un truc ensemble. OK, je pivote. Pivoter, ça ne veut pas dire j'abandonne. Pivoter, ça veut dire je déplace mon énergie sur un autre sujet. Et il n'y a pas de honte. Il y a un moment donné où il faut éviter de se tuer soi-même. Quand on va quand on roule à toute vitesse dans une voiture, quand on est entrepreneur, on met du carburant, on essaye d'aller le plus vite possible, et puis on se rend compte que, en fait, il y a une falaise là-bas au bout, et qu'il n'y a pas de route qui permet de s'en échapper. Il n'y a pas de... ok, on met le point mort, on freine, on tourne, on fait demi-tour, et on part ailleurs. Ok, vous aurez perdu du temps, mais vous aurez gagné en connaissance. Et le temps et la connaissance, c'est 2 ressources fondamentales. Donc en fait, ce que vous aurez perdu en temps, vous l'aurez gagné en connaissance. Au final, vous n'avez rien perdu. Les deux s'équilibrent. Si vous avez gagné de l'argent, en plus, vous êtes positif. Si vous n'en avez pas gagné, ok, vous n'êtes pas positif. Mais vous pouvez repartir comme vous étiez. Et donc, vous pouvez aller plus loin. Et aujourd'hui, des entreprises qui ont décollé et qui n'ont pas pivoté, j'en connais pas beaucoup. Et des startups qui ont réussi sans pivoter,
mais je crois que j'en connais aucune. Pivoter, il n'y a pas de honte. Baisser les bras, oui, ça c'est la honte. Ça, c'est à vous d'assumer ça. Par contre, vous pivotez, très bien, pivotez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ça va. Tant que vous gardez la même énergie, la même détermination, il n'y a pas de honte à changer de stratégie. Parce que quand vous avez commencé, vous aviez une vision, vous avez une connaissance qui était très inférieure à ce qu'elle est après vous êtes lancé. Vous êtes lancé, vous avez essayé 6 mois, ok, les résultats ne sont pas ceux attendus. Mais avec toute cette connaissance que j'ai gagnée, je sais comment établir une stratégie plus optimale, qui va mieux marcher. Et c'est pour ça que pivoter est une bonne chose. Ça vous permet d'éviter de mourir.